Imaginez, on est en 1944, vous marchez dans la rue quand soudain on vous tend une brochure. Il y est écrit « Seriez-vous prêt à mourir de faim pour qu'il soit mieux nourri ?» à côté d'une photo d'enfant à l'air triste, assis devant des assiettes vides. Puis on vous demande de choisir entre accepter de souffrir de la faim pour venir en aide à d'autres personnes et jeter la brochure. Vous feriez quoi ? Aujourd'hui, on va découvrir comment on a essayé de ramener des morts à la vie, comment une opération chirurgicale a fait 3 morts, pourquoi des gens ont fait d'une maladie mortelle une mode, et comment un médicament courant a littéralement fait perdre sa mâchoire à un homme. En 1944, Marshall Sutton, âgé de 26 ans, était un jeune idéaliste qui voulait rendre le monde meilleur. Il avait refusé de participer à la guerre en raison de ses convictions religieuses, mais il voulait quand même aider son pays. Cette opportunité s'est présentée à lui sous la forme d'une curieuse petite brochure sur laquelle on pouvait lire « Seriez-vous prêt à mourir de faim pour qu'il soit mieux nourri ?» Il s'agissait d'une invitation à participer à une expérience médicale menée par l'Université du Minnesota. Marshall a déclaré plus tard qu'à l'époque, il ressentait le besoin de partager la souffrance du monde, de se mettre en danger. À l'époque, des gens mouraient de faim partout en Europe et en Union soviétique et l'armée américaine cherchait un moyen d'y remédier. Mais pour ça, il leur fallait des gens en bonne santé qui acceptent de souffrir de la faim. L'expérience a débuté en novembre 1944. 36 hommes avaient été sélectionnés parmi plus de 200 volontaires, dont Marshall. Pendant 3 mois, les sujets ont été nourris afin d'atteindre un poids optimal tout en faisant l'objet d'un suivi, puis leurs rations ont été réduites de manière drastique. Ils mangeaient 2 fois par jour et leurs repas se composaient par exemple de choux, de navets et d'un demi-verre de lait un jour, puis de pain de seigle et de haricots le jour suivant. Pour dire les choses franchement, le menu n'était pas très varié. Comme beaucoup de gens qui mouraient de faim en Europe, les cobayes ne mangeaient jamais de viande et leur apport calorique était inférieur à 1800 calories. Qui plus est, ils devaient marcher ou courir 36 km par semaine, dépensant ainsi plus de 1000 calories par jour. Une tâche impossible avec un régime aussi strict. Comme si tout ça ne suffisait pas, les cobayes devaient passer devant des boulangeries et autres sources de tentation, ce qui s'est avéré trop dur pour certains. 3 participants ont renoncé avant la fin et les autres ont perdu environ 25% de leur poids. Beaucoup avaient les chevilles enflées et souffraient d'anémie, d'apathie et d'épuisement. Leurs jambes sont devenues aussi maigres que leurs bras, on pouvait compter leurs côtes et ils souffraient de dépression. Certains cobayes se sont aussi mis à lire des livres de cuisine, faute de pouvoir se procurer de la nourriture. Les résultats de l'expérience ont été inquiétants. Les cobayes ont eu besoin de plusieurs mois, voire plusieurs années pour retrouver un poids normal et une relation saine avec la nourriture. Cette expérience est toujours citée de nos jours par les scientifiques, mais il convient de dire que le projet a eu lieu trop tard. Quand l'expérience s'est achevée, plusieurs camps de concentration nazis avaient déjà été libérés et les horribles conséquences de la famine, allant jusqu'à la mort, étaient visibles de tous. Pourtant, cette expérience n'a pas été totalement vaine. Elle a joué un rôle crucial afin de déterminer les méthodes les plus efficaces pour aider les personnes affamées. Les résultats sont notamment présentés dans Men and Hunger, un livre de conseils aux travailleurs humanitaires afin de les aider à répondre aux besoins nutritionnels et émotionnels des personnes souffrant de la faim. En voici quelques-uns. Montrez-vous impartial et coupez court au débat. Les personnes affamées ont tendance à réagir de façon vive, mais elles le regrettent immédiatement. La privation de nourriture accroît le besoin d'intimité et de calme. Les bruits de toutes sortes sont très gênants, en particulier pendant les repas. L'énergie est un bien précieux à ne pas gaspiller. Les lieux de vie et de repas doivent être aménagés au mieux. En fait, si l'on y réfléchit, cette expérience était certes dure, mais quand même pas comparable à ce qui se faisait au 19e siècle. Jusqu'à la fin des années 1840, la médecine était une drôle d'affaire. La plupart des opérations étaient très risquées et extrêmement douloureuses, car l'anesthésie n'existait tout simplement pas. Les patients étaient conscients, ce qui ne faisait qu'accroître le risque. Une personne pouvait s'évanouir sous l'effet de la douleur, ce qui provoquait une instabilité du rythme cardiaque et compromettait la réussite de l'opération. Les chirurgiens devaient donc travailler aussi vite que possible et effectuer la plupart des opérations en 10 minutes. Ou moins, dans la mesure du possible. Il faut dire qu'à l'époque, on pratiquait surtout des amputations dues à la gangrène ou d'autres opérations simples. Mais même si les amputations n'étaient pas très compliquées, elles n'en étaient pas moins horribles. Les chirurgiens travaillaient rapidement, mais sans précipitation. Il s'agissait de rester concentrés. Et ils étaient aidés par 5 assistants qui immobilisaient le patient hurlant de douleur.
Sans oublier qu'à l'époque, les normes d'hygiène n'étaient pas ce qu'elles sont maintenant, et même les gens qui parvenaient à endurer toutes ces tortures médicales finissaient souvent à la morgue. Ces conditions bien particulières ont fini par donner naissance à un médecin que l'on appelait le couteau le plus rapide du West End. En 1820, Robert Liston était célèbre en Grande-Bretagne. Il s'était spécialisé dans les amputations et il était devenu si doué qu'il pouvait amputer une jambe de la première incision à la dernière suture en quelques minutes seulement. Sa réputation dépassait largement les frontières de Londres grâce à son habileté. Il ne perdait qu'un patient toutes les 10 opérations. Aujourd'hui, ce pourcentage semble terriblement élevé, mais à l'époque, la moyenne était d'un décès pour 4 opérations. Sans surprise, de nombreux patients faisaient appel à Liston plutôt qu'à un autre chirurgien lorsqu'ils avaient besoin d'une amputation. Hélas, une telle rapidité ne pouvait qu'aboutir à une tragédie. Tout a commencé par une opération d'amputation d'une jambe atteinte de gangrène. Pour arrêter la propagation de l'infection, il fallait couper la jambe. Lorsque Liston a commencé à couper la jambe du patient, il a fait preuve d'un peu de zèle et il a également coupé un doigt à son assistant qui tenait la jambe. En conséquence, il y a eu contamination du sang, ce que les gens ne savaient pas à l'époque. Cependant, Liston n'avait pas le temps de s'arrêter et il a procédé à l'amputation de la jambe en seulement 2 minutes et 30 secondes. Mais dans l'intervalle, il a causé la mort d'un autre homme. Un chirurgien chevronné se trouvait à proximité de Liston et observait l'opération. À cause d'un autre mouvement trop rapide, le célèbre médecin a coupé le chirurgien en chef qui a lui aussi été contaminé par la gangrène. 2 jours après l'opération, le patient et l'assistant de Liston sont décédés et le chirurgien a suivi peu après. Ainsi, l'opération a eu un taux de mortalité de 300%, un record qui n'a jamais été égalé. Il convient de préciser qu'il n'existe aucune source sérieuse permettant de confirmer que cette opération a bien eu lieu. Ce qui est certain, c'est que Liston a été le premier à utiliser du chloroforme comme produit anesthésiant lors d'une opération en public et qu'il a aussi inventé le sparadrap transparent à base de colle de poisson ainsi que l'attelle de jambe utilisée pour traiter les luxations et les fractures. Dans l'ensemble, c'était un chirurgien exceptionnel. En parlant de taux de mortalité, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer les expériences de résurrection. Le 4 novembre 1818, une foule nombreuse s'est rassemblée dans la salle d'opération de l'université de Glasgow pour assister à la réanimation d'un homme récemment exécuté. En 1751, une loi écossaise avait été votée afin que les cadavres des condamnés à mort soient remis aux écoles de médecine à des fins de recherche et d'expérimentation. C'est ainsi que le corps de Matthew Clydesdale, accusé de meurtre, a été remis à Andrew Ure, un pionnier en matière de géologie qui a aussi grandement contribué au domaine médical. Ure était fasciné par l'anatomie et la chimie, ce qui l'a amené à élaborer diverses théories. L'une d'entre elles était très surprenante. Ure croyait pouvoir ramener les morts à la vie grâce à l'électricité. Ça peut sembler étrange, mais ça reposait sur une certaine logique. Les muscles des grenouilles se contractent lorsqu'on les soumet à des chocs électriques, même après la mort. Alors pourquoi ne pas faire de même avec les humains ? À l'époque, on ignorait qu'il était possible d'utiliser des chocs électriques pour relancer le cœur d'une personne qui n'était pas encore en état de mort cérébrale. Avant Ure, d'autres médecins avaient tenté d'employer l'électricité pour ramener à la vie des criminels exécutés, mais sans succès. Il en fallait plus pour l'arrêter. Il estimait que ces expérimentateurs n'y croyaient pas vraiment, alors qu'il était convaincu que la résurrection était possible. Ure comptait utiliser des batteries plus puissantes. De plus, il avait découvert que l'électricité agissait non seulement sur les muscles, mais aussi sur le système nerveux, et dans son esprit, c'était l'élément clé pour ramener un homme d'entre les morts. Le 14 novembre 1818, Ure a décidé de procéder à l'expérience devant un public dubitatif mais plein d'espoir. Il a pratiqué une incision dans la nuque du cadavre pour mettre à nu la colonne vertébrale, il y a connecté une batterie et il a commencé à envoyer des décharges à haute tension. Dès la première décharge, le corps a commencé à réagir. À ce moment-là, de nombreux spectateurs se sont évanouis en voyant le cadavre bouger de façon incontrôlée. Son visage était déformé par une horrible grimace où se mêlaient la rage, le désespoir et un sourire effrayant. Ure a alors décidé de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire de stimuler électriquement les poumons du mort pour relancer la respiration, ce qui étonnamment a fonctionné. Ses poumons inspiraient et expiraient sous l'effet du stimulus électrique.
Malheureusement, en raison d'importantes pertes de sang, il n'a pas réussi à réanimer le mort, mais Ure a assuré à tout le monde que sans ce détail, le cadavre serait certainement revenu à la vie. Le public n'avait aucune raison de ne pas le croire. Cependant, les connaissances médicales actuelles sont bien plus étendues qu'à l'époque, et on sait pertinemment qu'il est impossible de réanimer quelqu'un si son cerveau n'a pas reçu d'oxygène dans les minutes qui ont suivi la mort. Au XXIe siècle, les pratiques médicales douteuses ne sont plus autorisées. Mais au début du XXe siècle, la médecine n'en était encore qu'à sa phase expérimentale. Les médecins prescrivaient des substances très puissantes et aujourd'hui interdites, sous prétexte qu'elles étaient utiles pour traiter diverses maladies. Certaines personnes se soignaient avec des remèdes qu'on considère aujourd'hui comme toxiques pour le corps humain. Mais il y en avait un qui se distinguait même des autres médicaments mortels, le Raditor, composé de radium mélangé à de l'eau. Il était présenté comme un remède pour les morts vivants. Ce remède était fabriqué par les laboratoires Bailey Radium dans le New Jersey, mais son fondateur William Bailey n'était pas médecin, il avait abandonné ses études de médecine. Ça l'a pas empêché de convaincre tout le monde du contraire. Bailey et son équipe de chimistes ont fait des recherches sur le radium et ils ont découvert ce qu'ils pensaient être de potentiels avantages pour le corps humain. À l'époque, les gens avaient une compréhension limitée de la radioactivité, en particulier de ses effets sur le corps. On savait qu'à forte dose, elle pouvait être mortelle, mais l'équipe de Bailey a suggéré que de petites doses de radium diluées dans de l'eau pouvaient être bénéfiques. Le Raditor a été mis en vente aux États-Unis en 1918, accompagné d'une description assez vague. Il était censé renforcer les processus vitaux de l'organisme. Malgré le manque de détails, les gens étaient intéressés et des médecins ont commencé à le prescrire à leurs patients en raison de sa prétendue efficacité. Tout ça reposait certainement sur l'effet placebo. Les gens disaient en effet se sentir mieux après seulement quelques doses. Parmi les utilisateurs du remède se trouvait un certain Eben Byers. Il était tombé d'une couchette dans un train et il s'était blessé au bras. D'autres sources affirment que ça s'est produit pendant qu'il faisait du sport. Quoi qu'il en soit, son médecin lui a conseillé de prendre du Raditor pour soulager la douleur et guérir rapidement. Byers était censé en prendre une petite cuillère par jour. Après quelques temps, l'effet placebo s'est manifesté. Byers se sentait si bien qu'il a commencé à prendre une bouteille entière par jour. Et en quelques semaines, il a augmenté sa consommation à 2 bouteilles, pour finalement atteindre 3 bouteilles par jour en l'espace d'1 an. Malheureusement, Byers n'avait aucune idée de l'effet que ça aurait sur son corps. En 1931, après 4 ans d'utilisation intensive du Raditor, sa mâchoire est littéralement tombée à cause des radiations. Je suis très sérieux et j'exagère pas, elle est vraiment tombée. Les tissus et les os se désintégraient de l'intérieur en raison de l'exposition aux radiations. Pourtant, Byers ne ressentait que peu de douleur car les nerfs étaient eux aussi endommagés. Les médecins ont essayé d'extraire les tissus en putréfaction et de lui construire une nouvelle mâchoire pour qu'il ne soit pas aussi défiguré. Mais son corps était empoisonné par les radiations et Byers est mort peu après. Lorsqu'elles ont appris sa mort, les autorités ont fermé l'entreprise de Bailey. Et lorsque le corps de Byers a été exhumé pour être étudié en 1965, les scientifiques ont découvert que ses restes restaient hautement radioactifs, même 33 ans après sa mort. Et les produits de beauté contenant du radium? Les propriétés curatives du thorium et du radium entraînent la régularisation de la circulation sanguine superficielle, la tonification et le renforcement des tissus de la peau, l'élimination des graisses et la disparition des rides. Une méthode scientifique parfaite pour maintenir en bon état la peau du visage et du cou. C'est une publicité qu'on pouvait lire dans un magazine de mode il y a seulement 90 ans. La marque Thoradia a été fondée dans les années 1930 par Alexis Moussali. Il s'agissait d'une ligne de produits cosmétiques contenant du thorium et du radium. Elle comprenait des savons, des produits de soins dentaires, des crèmes de jour et de nuit et divers produits de beauté tels que du rouge à lèvres. Dans leur publicité, ils faisaient référence aux propriétés lumineuses naturelles du radium. Leurs affiches montraient un pot illuminant le visage d'un mannequin. Inutile de dire que ces produits étaient vendus comme porteurs de nombreux bienfaits, au point d'en être presque magiques. De nombreux scientifiques craignaient que les gens qui vivaient et travaillaient de plus en plus en milieu urbain ne bénéficient pas d'un ensoleillement suffisant. Or, voici qu'arrivait le radium, le soleil liquide. C'est donc tout naturellement que ces produits de beauté ont été plébiscités.
Tho Radia affirmait aussi que ces produits étaient fabriqués à partir de la formule du docteur Alfred Curie. Bien que les historiens aient d'abord pensé que le docteur Curie n'était qu'un argument marketing, il a été prouvé par la suite qu'il avait réellement existé. Mais bien qu'Alfred Curie ait été un médecin digne de ce nom, il n'a jamais fait de recherche sur les radiations, ni travaillé dans l'industrie chimique. Son nom n'a été utilisé que pour tromper les acheteurs et leur faire croire que la célèbre scientifique Marie Curie, qui avait découvert le radium, approuvait ses produits de beauté. De nos jours, ce désir d'employer des rayonnements radioactifs partout peut sembler insensé. Mais à l'époque, les risques n'étaient pas encore connus, de sorte que ces nouveaux éléments, peu étudiés, étaient très populaires. L'épilation au rayon X existe depuis 1925 et elle est toujours utilisée aujourd'hui, bien qu'elle soit devenue beaucoup plus sûre. La technique a été popularisée par la machine Tricot qui utilisait des rayons X pour éliminer les poils du visage. Les Américaines suivaient en moyenne 20 séances de ce traitement. La machine fonctionnait, elle éliminait les poils, mais ce que les gens ignoraient, c'est que leur peau en souffrait. Les conséquences ne sont apparues que des années plus tard, pigmentation, kératose, carcinome et même décès. Heureusement, la prolifération des produits radioactifs dans les années 1920 et 1930 a conduit à des études de toxicité, et la mort de Byers et d'autres victimes des radiations, dont Marie Curie elle-même, a finalement ouvert les yeux du monde entier. On se rapproche des temps modernes, mais le passé a encore beaucoup de pratiques effrayantes, dangereuses et franchement bizarres à nous présenter. Une tradition de l'époque victorienne consistait à prendre des photos de personnes décédées comme si elles étaient encore en vie. À l'époque victorienne, la mort était omniprésente. Les épidémies de diphtérie, de fièvre typhoïde et de choléra obligeaient les gens à être en contact permanent avec les morts. Et lorsque la reine Victoria est devenue veuve en 1861, le deuil a pleinement intégré la mode anglaise. En fait, les bibelots comportant l'inscription « Memento Mori », ce qui signifie littéralement « Souviens-toi que tu vas mourir », existaient bien avant l'ère victorienne, sous de nombreuses formes. On portait des médaillons ou des bagues comportant des mèches de cheveux prélevées sur les morts. On faisait des masques mortuaires en cire, peintures et sculptures comportaient des symboles de la mort. Puis, l'essor de la photographie a débuté. Les familles ont commencé à réfléchir à l'importance de prendre des photos de leurs proches. Et quelle différence ça pouvait bien faire si la personne était déjà morte. Même si on photographiait parfois les morts dans un cercueil ouvert, on leur donnait souvent l'apparence d'une personne vivante, on leur ouvrait les yeux ou on les plaçait à côté de membres vivants de leur famille. Les enfants étaient représentés dans des poses plus calmes, allongés sur un canapé ou dans un berceau, tandis que les adultes étaient le plus souvent assis sur des chaises. Pour leur donner un aspect plus réaliste, les photographes coloraient parfois les joues de leurs clients ou dessinaient des yeux sur les photos. Les photos post-mortem étaient très populaires. Mais l'engouement pour ces photographies n'était rien à côté de la mode de la phtisie romantique. Au milieu des années 1800, la tuberculose a atteint le stade épidémique en Europe et aux États-Unis. Avant l'avènement des antibiotiques, les victimes dépérissaient lentement, devenant pâles et maigres avant de mourir de ce que l'on appelait alors la consomption. Pourtant, les Victoriens romançaient la maladie et ses conséquences. Pendant des dizaines d'années, les normes de beauté visaient à imiter ou accentuer ces conséquences. Vous avez la peau pâle? Excellent! Vous êtes très mince? C'est bien! On va accentuer l'effet avec un corset et une jupe volumineuse. Les yeux brillants ou dilatés, les joues roses et les lèvres rouges sont également fréquents chez les patients atteints de tuberculose. Cette description correspond bien à certains critères de beauté modernes, et c'était encore plus vrai dans l'Angleterre victorienne. Steve a trouvé un autre exemple d'une vision très particulière de la réalité dans le domaine du droit. Entre 1867 et 1974, plusieurs villes des États-Unis ont adopté des lois interdisant aux pauvres et aux handicapés d'exister. Vous avez bien entendu. Par exemple, à San Francisco, une loi de 1867 interdisait à toute personne malade, estropiée ou mutilée de s'exposer à la vue du public. Une exception n'était accordée qu'aux personnes participant à des démonstrations qui visaient à illustrer les différences entre handicapés et non handicapés et la nécessité de réhabiliter ces premiers. Ça semble absurde et inhumain, mais c'est un fait historique réel. Notre monde était complètement fou il y a encore quelques dizaines d'années. À cause de ces lois, certaines personnes handicapées ne pouvaient pas sortir de chez elles.
tout handicap, même une simple boiterie, devait être dissimulé. Les infractions pouvaient valoir une amende d'1 $, ce qui de nos jours représente à peu près 20 €. Oui, on pouvait recevoir une amende simplement parce qu'on existait. Dans certaines villes, on pouvait même finir en prison pour ça. Heureusement, avec le temps, les gens sont revenus à la raison. Chicago a été la dernière ville à abroger cette loi en 1974. Oh, j'ai oublié de vous parler des concours de beauté. Ils ont toujours fait l'objet de controverses, mais si les concours de beauté modernes vous semblent bizarres, attendez de connaître leur histoire. Par exemple, les concours Miss Beaux Yeux, très populaires au siècle dernier, exigeaient des participantes qu'elles se couvrent entièrement le corps, à l'exception des yeux. Dans certains cas, les concurrentes portaient une burqa ou un foulard, dans d'autres, des masques ou des voiles ne laissant apparaître que les yeux. Ceci afin que les juges puissent se concentrer uniquement sur les yeux des femmes, sans être distraits par le reste. Les compétitions de chevilles sont devenues populaires à Margat dans le Kent en 1932 et elles se sont poursuivies jusque dans les années 1950. Lors de ces événements, les femmes se tenaient en rang, vêtues de jupes ne laissant apparaître que leurs chevilles, devant un panel de juges qui évaluaient leur forme, leur taille et leur attrait général. Des photographies de l'époque montrent les juges en train de presser légèrement les chevilles afin de déterminer la gagnante. Puis l'humanité a créé de nombreux autres concours comme Miss Univers ou Miss Monde. Enfin, c'est une bonne chose que de nos jours, il n'y ait plus de concours comme Miss Cheville de l'Univers. Ce serait vraiment bizarre. Presque aussi bizarre que d'avaler un poisson rouge. En 1939, Lothrop Whittington Jr., un étudiant de première année à Harvard, s'est vanté auprès de ses amis d'avoir un jour mangé un poisson vivant. Ses amis ont alors parié l'équivalent de 9 € avec lui pour qu'il le fasse à nouveau, et c'est peut-être la première blague de l'histoire à être allé trop loin. En bon étudiant de première année, Lothrop a relevé le défi. Devant une foule de camarades de classe au sourire narquois et un journaliste de Boston, le jeune homme a pris dans sa bouche un pauvre poisson rouge, il l'a mâché plusieurs fois et il l'a avalé. Il a ensuite dit « Les écailles m'ont un peu raclé la gorge au passage ». Bientôt, tout le pays a eu vent de cette histoire et la folie des concours de poissons rouges s'est répandue dans les universités. À l'université de Pennsylvanie, un étudiant a mangé 25 poissons et un élève du MIT est brièvement devenu le nouveau champion universitaire d'ingestion de poissons rouges après en avoir gobé 42. Au fur et à mesure que le printemps avançait, des filles se sont jointes à la compétition. Le probable vainqueur de ce championnat officieux était Joseph Deliberato, de l'université Clark, qui a avalé 89 poissons rouges en une seule fois. Pauvre poisson. Vous savez avec quoi les gens décoraient leur jardin avant que les nains de jardin ne deviennent populaires? Des ermites de jardin. Et attention, bien vivants. Au XVIIIe siècle, de riches propriétaires engageaient des gens pour qu'ils s'habillent comme des druides, qu'ils se laissent pousser les cheveux et qu'ils ne se lavent pas pendant des années. Ces hommes logeaient dans des cabanes, des grottes et autres abris convenant à un ermite. Comme les ermites recevaient des visiteurs, l'intérieur était soigneusement aménagé. Par exemple, la grotte d'un ermite pouvait comporter un endroit où s'asseoir et à côté de l'ermite, il y avait un crâne et un livre, symbole de sagesse. Sans oublier des lunettes et un sablier. Les invités sonnaient la cloche à l'extérieur de la demeure de l'ermite avant d'entrer pour être reçus. Les ermites de jardin portaient souvent un chapeau conique, considéré à l'époque comme un chapeau de cancre, destiné à servir d'élément décoratif et qui est peut-être à l'origine de la popularité actuelle des nains de jardin. Tout ça ne visait qu'à permettre aux invités de se faire prendre en photo avec l'ermite. Ce souhait de posséder un ermite était sans doute lié à l'essor du jardinage d'ornement en Angleterre. Les jardins étaient décorés de fausses ruines, alors pourquoi pas y ajouter un druide? Les ermites offraient souvent des rafraîchissements à leurs invités ou ils leur lisaient des poèmes pour les distraire. Ils effectuaient aussi de petits travaux agricoles dans le jardin afin de se fondre dans leur environnement. On pourrait croire que le métier d'ermite de jardin était une drôle d'activité que peu de gens exerçaient, mais c'était pas le cas. Dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, de nombreuses personnes devenaient ermites professionnels car c'était la garantie d'une vie facile. Certes, les services de l'ermite n'étaient rémunérés qu'à la fin du contrat, mais les propriétaires du domaine lui fournissaient tout ce dont il avait besoin, de la nourriture au logement.
C'était la carrière idéale pour les gens qui ne voulaient pas exercer un emploi difficile et qui appréciaient la solitude. Et vous feriez ce job? Dites-le dans les commentaires. Steve n'y verrait pas d'inconvénient, à condition qu'il y ait le Wi-Fi et une machine à café dans sa grotte. A plus.